qui va être dédié à des outils que l'on voit naître depuis quelques longs mois, quelques petites années, qui sont des plateformes d'intermédiation et dont la fonction assez commune, malgré les différences de toutes les plateformes, est d'essayer de mettre en lien des gens qui ont envie de s'engager, d'être bénévoles, et des organisations, des assos assez souvent, mais pas seulement, qui auraient besoin ou envie de recruter de nouveaux bénévoles. A priori, et moi le premier, il y a encore quelques mois, je ne voyais pas la différence entre tous ces outils, toutes ces plateformes. On pourrait se dire c'est juste des sites web différemment présentés, mais qui servent à la même chose. Et puis après, quand on fouille un peu, quand on gratte un peu, on se rend compte que, de deux choses. C'est qu'à la fois, s'il en existe plein des plateformes, alors je ne les cite pas toutes, mais dans le travail préparatoire, on avait rassemblé, je crois que j'avais une douzaine de noms de plateformes différentes, et encore, on n'a sans doute pas toutes identifiées. Et du coup, en fouillant un peu, on se rend compte déjà des différences. Il y a des positionnements différents et des complémentarités d'une plateforme à l'autre. Du coup, déjà, c'est quelque chose d'assez intéressant à remarquer. Et puis après, on se rend compte que ce ne sont pas seulement des plateformes Internet, ce sont aussi sont plutôt des outils en complément du travail d'équipe professionnelle derrière, qui vont remplir certaines dimensions dans ce travail d'intermédiation. Et c'est pour cela que nous avons ici 3 expériences différentes qui vont nous être présentées et qui vont venir étoffer un petit peu justement cette complémentarité entre un outil, une plateforme numérique et derrière un projet et d'autres besoins propres au territoire où sont déployés ou à certains enjeux. Alors, on n'a pas désigné qui allait débuter. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous il est impatient de faire sa présentation. Sinon, je vais avoir le rôle de désigner. Ah ben voilà, la pièce jointe est téléchargée. Du coup, je vais laisser la parole à Sylvia Rouet, qui nous vient de Sèvres à Grenoble, qui est une maison des associations étudiantes sur le campus, et Justine Mal, qui est présidente de l'association et qui, toutes les deux, vont nous présenter à la fois la plateforme qui est en cours de déploiement, mais aussi tout le travail qu'il y a autour. Et voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Avant tout, je vais vous présenter donc notre association qui est un petit peu particulière, Savoir Émancipation Vie étudiante, donc SEV. Nous sommes une association étudiante qui a été créée en 2012 pour répondre à un appel d'offres qui a été publié par ce qu'on appelle la commune, donc la communauté universitaire Grenoble-Alpes, pour la gestion et l'animation d'un bâtiment qui s'appelle EVE, l'espace vie étudiante. Donc depuis 2012, notre association est en délégation de service public pour la gestion de ce bâtiment avec 3 missions principales qui sont l'accueil et l'intégration de chaque étudiant et étudiante, l'accompagnement et la valorisation des initiatives étudiantes, donc c'est vraiment là où on accompagne les porteurs de projets, et la promotion des cultures et de la citoyenneté, parce qu'on a également une salle de spectacle. Une convention, donc nous sommes en convention de délégation de service public avec l'université, donc c'est notre deuxième, parce qu'une convention dure 4 ans. Il y a 1 an, la communauté université Grenoble-Alpes publiait un nouvel appel d'offres avec ces 3 missions comme en 2012. Nous y avons répondu et nous l'avons à nouveau obtenu. Et c'est dans ce projet, en fait, que nous avons imaginé une nouvelle manière de susciter l'engagement des étudiants via une plateforme pour favoriser l'entraide entre des associations, pas forcément étudiantes, et des étudiants qui développent des compétences dans leurs universités. Donc, c'est des étudiants des campus de la communauté universitaire Grenoble-Alpes. Donc, c'est à la fois Grenoble, Valence et Chambéry. Ouais, je pense que je me suis même... Vas-y. Notre constat de départ, donc, c'est que les assos étudiantes parce qu'on travaille majoritairement avec des associations étudiantes, donc c'est notre public premier, mais on s'ouvre dans une deuxième phase à toutes les associations, ont des problématiques communes et un turnover assez important. Les étudiants et étudiantes s'engagent très peu sur du long terme. Donc c'est ce que j'ai appris ce matin qu'on appelle l'engagement post-it. Et
À côté de ça, on a des étudiants qui développent des compétences dans leur cursus qui pourraient être utiles aux associations. Alors, je prends à chaque fois l'exemple qu'on rencontre le plus souvent à Eve, c'est les associations qui ont des problèmes de com. Du coup, ils n'ont pas d'événement, qui n'ont personne à leur événement parce qu'ils ont un problème de communication. Et à côté de ça, on a des étudiants qui sont à l'IUT de communication, qui développent des compétences énormes et qui manquent de terrain d'expérimentation pour se faire un book et pour aller voir des futurs employeurs pour montrer de quoi ils sont capables. Du coup, les objectifs, à partir de là, donc on a défini des objectifs qui étaient de faire découvrir le monde de l'économie sociale et solidaire et surtout le monde des associations aux étudiants, d'améliorer la communication entre tous, et d'accompagner les étudiants dans la valorisation de leurs acquis pour, comme je vous l'ai dit, améliorer notamment leur employabilité par la suite. Alors maintenant, je vais vous parler donc, des grandes étapes du projet, donc rapidement. Donc, d'abord, on a fait un benchmarking des plateformes existantes, donc on a voulu s'inspirer de ce qui existait déjà. Voilà, j'ai une petite liste de plateformes de Diffuse, Paris Je m'engage, Benenova, Welf, enfin voilà. Du coup, après, on a fait une enquête sur les besoins des associations. Donc, on est allé à la rencontre d'une dizaine d'associations, un peu en type entretien exploratoire, pour essayer de comprendre un peu les besoins des associations. Et à partir de ça, on a fait donc des hypothèses et on a créé un questionnaire qu'on a envoyé à environ 200 associations. Ensuite, donc, la communication autour de la plateforme, on a publié sur notre propre newsletter et aussi sur la newsletter de l'Université de Grenoble et aussi par Facebook, etc. Ensuite, la partie technique, vraiment la réalisation de la plateforme, ça a été fait par un stagiaire en informatique et c'est toujours en cours de développement. Là récemment, c'était seulement il y a 2 jours, on a commencé les tests, premièrement en interne avec l'équipe salariée et puis le CA sur le fonctionnement de la plateforme. Et ensuite, on a fait des tests en externe, donc avec des associations et puis aussi nos partenaires, donc notamment l'Université de Grenoble. Là, il y a une partie qui est coupée. Du coup, le lancement officiel de notre plateforme, c'est à la rentrée. Donc là, c'est un petit aperçu de la plateforme. Donc en haut, on voit la partie recherche d'offres. Et en dessous, là, on a créé quelques exemples d'offres de missions. Donc en fait, ça fonctionne un petit peu comme un Facebook. Une association crée donc un groupe et puis peut postuler donc une offre de bénévolat. Et donc là, si on cliquait sur voir, on verrait donc cet exemple de mission. Et là, on voit bien la partie compétences avec ce qu'on appelle des tags. Donc pour plus facilement faire une recherche, par exemple un étudiant, si il est une compétence en communication, il peut simplement taper communication et puis peut-être tomber sur cette offre. Et puis à droite, donc d'autres informations sur la fréquence, puis la difficulté de la mission. Mais là, il faut savoir que tout est toujours en développement, donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc là, les points forts du projet. Donc on a eu un trophée des engagements. Donc ça veut dire qu'il y a une entreprise qui va créer une vidéo pour la promotion et l'explication de cette plateforme. On fait aussi partie d'un groupe d'engagement. Donc ça nous permet d'échanger autour de l'engagement et puis aussi avoir des retours sur la plateforme. Nous, en tant qu'acteurs, association étudiante, on est en lien donc, avec le territoire, les étudiants à l'université. Donc,
Voilà. Et on a aussi donc un réseau élargi. Et aussi, on n'a pas expliqué, mais Sèvres a une pépinière d'initiatives où on accueille les associations étudiantes. Donc, on est déjà en contact avec beaucoup d'associations et donc on connaît déjà bien en fait leurs besoins. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part, ce projet. Et donc, cette plateforme, c'est un service donc, pour les étudiants et par les étudiants. Quelques difficultés rencontrées, alors notamment le recrutement donc, de Sylvia qui est en service civique un peu tardivement, parce qu'on cherchait une personne à partir de décembre et on a rencontré Sylvia que mi-février. Et comme on est sur une période universitaire, mi-février, sachant que les étudiants passent leurs examens fin avril, en mai, il n'y a plus personne, donc il faut aller très vite. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce qui a poussé la construction de la plateforme Alvéole dès notre première année de délégation de service public, c'est qu'on a eu une opportunité de financement donc qui est l'IDEX, qui est un financement de la communauté universitaire Grenoble-Alpes. Donc on a un financement juste sur l'année 2017, avec une obligation de résultat. Donc là aussi... le timing est serré, d'autant plus qu'on a eu moins de financement prévu. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on est vraiment centré sur les assos étudiantes. Et après, on travaillera avec des partenaires pour aller sur des associations non étudiantes et des de l'agglomération grenobloise et des associations dites éloignées de l'université de manière géographique. Ils prennent souvent l'exemple de l'Ardèche, par exemple. Donc pour vous donner une idée, nous avions demandé pour le financement IDEX 17 000 € pour l'année 2017 et nous avons obtenu 10 000 €. Et pour le moment, comme pour beaucoup de projets, on a peu de temps pour aller chercher des financements et pour communiquer autant qu'on le voudrait. Donc c'est un peu compliqué. Et voilà pour les grandes difficultés et aussi les liens qui sont un peu parfois compliqués avec les universités, d'autant plus que sur le campus de Grenoble, 3 universités ont fusionné en une il y a 1 an et ils ne sont pas encore au clair sur leur fonctionnement interne. Donc parfois on met 3 mois à trouver le bon interlocuteur pour parler de l'engagement étudiant. Donc là, on a une partie questionnement. On s'est posé un certain nombre de questions. Donc, premièrement, quelle responsabilité a notre association et celle qui accueille des bénévoles. Donc, par exemple, si un bénévole se blesse lors d'une mission, qui est en faute, ce genre de choses. Ensuite, comment modérer les annonces sur la plateforme. Comment gérer la plateforme et la maintenir, parce que pour l'instant on a un stagiaire donc qui développe la plateforme, mais à savoir qui va prendre le relais. Comment évaluer la plateforme, donc comment on va savoir la réussite de la plateforme. Est-ce qu'on va compter le nombre de nouveaux bénévoles ou le nombre d'annonces ou la fréquentation du site. Et puis dernièrement, quelle complémentarité avec les autres plateformes de l'engagement. Voilà, merci. Merci à vous deux. Avant de passer la parole à l'intervenant suivant, je voulais proposer, si quelqu'un a des questions d'éclaircissement, plus pour compléter la présentation, sans forcément trop rentrer dans l'analyse, mais des questions de compréhension de ce qui a été dit. Voilà, s'il y a des choses à clarifier, c'est le moment de lever la main. Ou sinon, je vais passer la parole. Ah, si. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez donc évoqué le benchmarking que vous avez fait en amont du projet. Et je voulais savoir qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire votre propre plateforme et pas forcément d'utiliser une plateforme qui existait déjà. Est-ce qu'il y a des spécificités particulières dans votre projet, peut-être pour les étudiants justement, que vous avez souhaité développer ? En
En fait, la spécificité de notre plateforme, en fait, il n'y a pas que la plateforme, c'est vraiment tout le travail qu'on fait à côté. Avec les associations qu'on accompagne, on commence déjà à travailler sur comment on valorise ses compétences. On travaille beaucoup avec l'université sur la reconnaissance de l'engagement associatif. Et là, c'est vraiment d'avoir une plateforme en plus où les étudiants peuvent vraiment trouver des missions qui sont en lien avec leur cursus universitaire. En fait, petit à petit, cette plateforme va être de plus en plus travaillée avec les universités et notamment avec des outils qu'eux-mêmes développent, notamment le PEC, qui est le portefeuille des expériences et des compétences que les étudiants sont amenés à remplir par rapport à leurs études. Voilà. Il y a vraiment un lien qui est quand même universitaire. Merci, là on est dans le cœur de la complémentarité entre les plateformes et votre rôle. Je vais proposer du coup à Gaël Leblanc de la ville de Paris de présenter la... Alors Gaël, ouais, je t'invite à te rapprocher, tu voulais présenter. Je vous prie de m'excuser, je vais prendre quelques instants pour me connecter sur la plateforme. C'est bon. Donc, je me présente, Gaël Leblanc. Je suis responsable adjoint de la mission Sympa. C'est une mission numérique au service association qui gère les plateformes numériques à destination des partenaires associatifs, dont Je m'engage Point Paris. Et pas Paris Je m'engage, puisque Paris Je m'engage, c'est un rendez-vous entre les bénévoles et les associations organisé à l'hôtel de ville le mois de décembre. Donc Je m'engage Paris, c'est la plateforme numérique qui met en lien les associations et les bénévoles sur une plateforme Internet. Alors le principe, il est simple. Les associations se connectent, déposent des missions et les bénévoles se connectent aussi et répondent aux missions, c'est-à-dire choisissent d'y participer. Donc le site se présente, est-ce que vous voyez bien? Oui. Le site se présente comme ça. On a d'abord un slider, c'est-à-dire ce sont en haut, ici, les missions qui sont soutenues par la mairie de Paris. Donc là, on a pour un accueil digne et respectueux des réfugiés. Vous avez en dessous, ici, une barre de recherche. Donc, on peut, par exemple... attendez, j'ai déjà vous montrer l'aspect général. Voilà. Et là, on a tout de suite une cartographie de l'ensemble des missions qui sont publiées sur le site. Donc ici, vous avez une cartographie sur Paris, puisque c'est Paris Intramuros. Et ici, vous avez là les associations en mode liste. Donc si vous cliquez, par exemple, sur... Donc on a de nombreuses missions, on en a 3500 qui sont actuellement déposées sur le site. Et si vous cliquez sur une mission, la mission se déploie, vous avez le détail, vous avez ici le détail de la mission, et là vous avez le détail de l'association, la description de l'association. Donc vous avez les horaires, vous avez le lieu, la description de la mission, et en option, si l'association le veut, elle peut mettre en place un décompte de bénévoles. C'est-à-dire que si elle a besoin de 10 bénévoles, elle va le spécifier. Ce n'est pas obligatoire. La plupart des associations ne le mettent pas. Là, il se trouve que cette association l'a mise sur sa mission. Donc il y a 6 bénévoles souhaités et il y en a 4 inscrits. Il reste 2 places. Voilà, donc je vais vous montrer la barre de recherche. Si vous voulez une association, si vous habitez dans le 19e arrondissement, par exemple, de Paris, vous voulez une association dans le 19e ou proche de chez vous, vous mettez soit l'adresse... Ah, ça marche pas. Oui, c'est bon. Voilà. Admettons rue de Rivoli, restons chez nous. Le type de mission, je sais pas, on va mettre activité artistique et culturelle. Rue de Rivoli, ça doit être bon. Voilà. Et donc, vous avez ici, donc la carte va géolocaliser l'ensemble des missions autour de la rue de Rivoli. Donc,
voilà, donc la route de Rivoli est ici, là, et on a un zoom des missions qui se trouvent autour de la zone. Alors, comme il n'y a pas de mission visiblement rue de Rivoli, le site va un peu élargir, hein, de façon à ce qu'il y ait un peu plus de choix. Donc, cette plateforme, Je m'engage pour un Paris, est née en fait d'une volonté de Madame la maire Anne Hidalgo de vouloir créer du lien social entre les Parisiens suite aux attentats de Charlie Hebdo. Voilà, donc le but, c'est vraiment de soutenir le bénévolat, soutenir les associations, et ça marche plutôt bien. Il y en a eu une première version qui a été lancée en mars 2015. Et puis là, on a une deuxième version qui a été lancée en juillet 2016. On a 3500 missions, 19 500 bénévoles qui se sont inscrits. Et on a 1439 associations qui se sont inscrites. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Il y a quand même quelques limites, c'est-à-dire qu'il est important pour la mairie de Paris de faire vivre ce site. Hein, c'est-à-dire qu'on a un besoin là d'éditorialiser un peu ce site. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éditorialisation, mais on songe à l'éditorialiser. Là, on laisse un peu vivre la plateforme, on laisse un peu les associations et les bénévoles gérer un peu la chose, hein, mais on ressent quand même le besoin de dynamiser les choses, de relancer. Il y a des périodes de creux et des périodes de grands événements, voilà, de grands booms. Donc, on se remet un petit peu en question. Donc, nous, on a un back-office qui se trouve ici. Ça nous permet de lister l'ensemble des citoyens, l'ensemble des missions et des organismes. Voilà, comme la mairie de Paris est quand même responsable de la publication sur les sites qu'elle héberge, qui sont les siens, eh bien, on regarde quand même ce qui est mis, on a quand même un système de modération. Voilà. Peut-être un petit mot, parce que là, dans la ville de Paris, c'est vrai qu'il y a également des maisons des associations et puis d'autres acteurs de quartier. Je ne sais pas en quelle mesure ils prescrivent l'outil, ou est-ce que vous travaillez peut-être une complémentarité, une articulation ? On travaille en complémentarité avec les maisons des associations, un petit peu avec les équipes de développement local. Mais les MDA sont... donc on a 20 MDA à Paris, plus le CAP qui est une sorte de 21e maison des associations, c'est-à-dire que c'est un centre de formation sur l'ensemble de Paris. Donc on les informe, on leur dit à peu près elles connaissent la plateforme, on les informe, on leur donne un peu les chiffres, on leur explique comment ça fonctionne, où on en est, et les maisons des associations informent les associations qui viennent chez elles. Mais si les maisons des associations sont dans le même service que nous, la mission Sympa est quand même très spécifique. Et le gros de notre mission à nous, c'est plutôt le maintien opérationnel du service numérique, qui est un métier, puisqu'il faut que ça marche tous les jours dans tous les arrondissements. Il y a des arrondissements qui sont très connectés, il y a des arrondissements, notamment l'Est de Paris, qui le sont un petit peu moins. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des missions et la plupart des bénévoles viennent de l'Est de la capitale. Donc le type de missions qui sont les plus importantes, ce sont les missions qui demandent des bénévoles dans le secteur sanitaire et social, dans le secteur culturel. Donc sanitaire, social, ce sont les quartiers qui sont vers la Chapelle, c'est-à-dire le 18e arrondissement, 19e, 20e, et tout ce qui est culturel, c'est déjà un peu plus le centre, 4e arrondissement, 2e, 16e et 15e arrondissement. Voilà. Merci Gaël.
Alors, même chose, si des besoins d'éclaircissement sur ce qui a été annoncé, voilà. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, vous avez parlé de modération tout à l'heure. Je voudrais savoir comment ça marche, parce que je me dis qu'on peut poser n'importe quelle annonce pour faire n'importe quoi, peut-être. Donc, comment vous réglez ça? Comment vous gérez ça par rapport à l'ensemble d'annonces? Il ne peut pas... le plus important dans ce service numérique, c'est la simplicité, la rapidité. Si on a une modération, nous, on a quand même une équipe administrative. Il y a tout un processus administratif. Le choix que l'on a fait, ça a été de se reposer sur les associations. C'est leur responsabilité aussi. On ne peut pas modérer une fois qu'elles ont déposé une mission. Parce que, comme je vous ai dit, il y a 3500 missions. Nous, on n'a pas des ressources humaines extensibles. Donc, on regarde tous les jours. Voilà, parce qu'on n'a pas 3500 missions par jour. Hein. Donc, ça nous permet quand même de regarder tous les jours ce qui est mis. Il m'est arrivé 2 fois de demander des modifications dans les missions. Il n'y avait rien il n'y avait aucune violation d'ordre public. Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de rien du tout. C'était que la mission était incompréhensible. C'était une mission qui demandait un professeur de français et c'était illisible, enfin, c'était incompréhensible. Donc je comprends leurs besoins, mais là, personne ne pouvait vraiment comprendre. Donc on les a appelés et on leur a demandé de modifier leur mission. Voilà. On n'a pas vraiment de problème avec, sur ce type, sur cet aspect-là. Voilà. On reste sur les questions de compréhension, parce qu'après on ira dans le débat à la fin des 3 interventions. Donc, je vois des mains se lever qui sont rebaissées. La compréhension, c'est plus par rapport à ce qui a été dit. S'il y a besoin d'un éclaircissement sur ce qui a été dit, mais après pas forcément d'aller trop loin dans le débat. Mais je vois que Claire insiste, du coup. Voici le micro. Je voulais juste faire un clin d'œil à mon collègue et en fait lui dire dire à tout le monde plutôt, mais lui demander d'en dire un peu plus, que l'appui sur le numérique pour la mise en lien entre les associations et les bénévoles ne se faisait pas que par cette plateforme et qu'il y avait en ce moment une expérimentation plutôt intéressante dans les abribus. Voilà. Je te laisse en dire un peu plus, Gaël. Et puis, bien entendu, que tout ça est complété, du coup, je réponds à la question d'avant, par le travail de mise en lien physique, cette fois, opéré par les maisons des associations parisiennes et le CAP. Merci, Claire. Oui, en effet, tu m'avais demandé de parler des panneaux Deco. J'ai oublié. Pardon. Donc, je me rattrape vite. La mairie de Paris a lancé une expérimentation sur les panneaux Deco, c'est-à-dire qu'il y a une centaine d'abribus. Nous avons placé des totems numériques avec 32 applications. Alors, ce n'est pas notre direction qui s'en occupe, c'est la direction de la communication, mais nous avons été approchés, on a un peu contribué, puisqu'on a une start-up qui s'appelle Picasso, qui a été acceptée pour placer leur application. Picasso est une start-up qui propose un service numérique aux associations qui gèrent, on va dire, l'ensemble de leurs outils nécessaires au fonctionnement de leur asso, c'est-à-dire leur annuaire de contact, l'agenda. On a aussi la possibilité de collecter les contributions financières annuelles. Également, on a un onglet de gestion de projet, de mission. Voilà. Donc, cette start-up est assez efficace. L'application qui est sur le totem des abribus, c'est plutôt une application d'annuaire. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur l'abribus, vous cliquez sur l'application et l'application vous propose toutes les associations qui existent aux alentours de l'abribus. Voilà. Il y a un moteur de recherche. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'associations, mais au fur et à mesure, elles s'inscrivent, puisque c'est un moteur de recherche qui est propre à Picasso. Voilà.
Et c'est un excellent partenaire de la mairie de Paris. Voilà. Merci Gaël pour ces compléments du coup, puisqu'on voit du coup les possibilités d'articulation entre plein d'outils numériques dans la ville, le web, les MDA. Et on va passer la parole à Stéphanie Andrieux, qui a fondé Benenova, qui va nous en dire un petit peu plus. Et je vais te laisser le plaisir de nous présenter tout ça. Bonjour à tous. Moi aussi, je vais essayer de mettre tout ça en place. Ok, ça marche. Bonjour à nouveau. Ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Donc nous, Benenova, on est une association qui existe depuis fin 2013 avec la partie plateforme depuis mai 2014. Donc, mais en fait, je suis là pour vous dire qu'on n'est pas qu'une plateforme, qu'on a une plateforme comme outil. C'est ça. Donc nos activités ou nos missions, c'est d'une part de développer et d'animer des missions de bénévolat qui soient accessibles à tous, courtes, donc on est sur du 2 heures en moyenne, ponctuelles, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux bénévoles de revenir, de s'engager sur la durée, collectives, elles sont toutes en groupe, j'expliquerai pourquoi après, et concrètes, ce sont des missions de terrain. Mais face à ça, on travaille aussi beaucoup avec les acteurs locaux pour construire ces missions, pour répondre à leurs besoins, mais aussi en impliquant de nouveaux publics, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'accompagnement des associations. Notre constat de départ était simple, c'était d'un côté, il y avait beaucoup de citoyens et de plus en plus qui avaient envie d'agir, de s'engager, d'être bénévoles, mais très peu qui entraient dans le format qu'on leur proposait souvent, qui était d'un bénévolat régulier sur la durée, et qui du coup se disaient je peux rien faire, on m'a dit non, je peux pas être bénévole. Et nous, on trouvait ça assez insupportable. Donc on voulait réagir, mais d'un autre côté, on était très lucide sur le fait que d'accueillir des bénévoles qui viennent comme ça, qui vont appeler en disant je suis libre 2 heures vendredi prochain, c'est hyper lourd pour une association. Et clairement, vu comme ça, il n'y a pas vraiment d'avantage à accueillir ce public. Donc on voulait absolument faciliter l'intégration de nouvelles populations bénévoles au sein des associations. Donc il y avait vraiment ces deux aspects dès le départ. Et puis aussi, juste pour dire qu'on partait d'un principe qui était que on croit qu'une société elle est d'autant plus forte que ses membres peuvent participer à la rendre meilleure, et que donc on ne pouvait pas en tant que société se dire qu'il y avait des citoyens qui avaient envie d'agir qui ne trouvaient pas où faire. Voilà, donc c'était ce qui nous portait au départ. Alors quelques chiffres pour dire où on en est. On a 5200 bénévoles inscrits. Il y a eu plus de 2000 actions collectives qui ont été menées, donc il faut imaginer que chaque action collective a en moyenne 4-5 bénévoles. 120 partenaires, donc en Ile-de-France où ça a commencé à Paris, à Nantes et puis à Lille depuis décembre 2016, ça fait 6 mois maintenant, et donc dans des domaines essentiellement liés aux besoins sociaux ou environnementaux. On fait très peu de bénévolat dans des domaines culturels, sauf quand il s'agit d'accompagner des publics qui n'y avaient pas accès. Donc l'expérience du bénévole. Donc, l'objectif du départ, c'était de déjouer les freins à l'engagement et de permettre l'engagement de tous. Donc on veut faire en sorte que les gens puissent agir en fonction de leur disponibilité. Donc les actions sont courtes. Je vous dis, on est à peu près sur du 2 heures en moyenne. On ne demande pas d'engagement sur le long terme. Toutes les actions sont concrètes. On voulait absolument que, je vous le dis à la fin aussi, mais on s'est rendu compte, on a parlé ce matin, que les gens, souvent, on s'adresse beaucoup à un public de nouveaux bénévoles et souvent, ils ont envie de voir l'impact de leur action. Donc on voulait vraiment générer ce sentiment d'utilité et faire que les gens qui deviennent bénévoles pour la première fois le ressentent et aient envie d'y revenir. Donc l'accompagnement à l'engagement, c'est aussi de dire qu'il faut absolument que la procédure d'engagement soit simple. Donc finalement, le bénévole, il se crée un compte. Et ensuite, je vous montrerai après le site internet qui ressemble à ça. On a une page sur notre site qui marche comme un calendrier. Donc il y a le mois. Chaque mois, vous pouvez cliquez le jour qui vous convient. Si vous savez que vous êtes libre le samedi 3 juin, vous cliquez sur le 3 juin et vous aurez l'émission. Vous pouvez choisir un lieu d'action, une thématique, une association, si vous avez une association qui vous plaît, et aussi choisir de le faire en famille si le week-end vous voulez faire du bénévolat avec vos enfants. Et après, l'émission, c'est un petit peu comme le site dont on parlait tout à l'heure pour la ville de Paris. Il y a un nombre de places disponibles et au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, ça peut devenir complet, tout simplement. Il y a toujours une heure de début, une heure de fin. On vous donne l'adresse. Une fois que vous inscrivez, vous avez un message de confirmation automatique et 48 heures avant, vous avez un texto qui vous rappelle tout, y compris le lieu, les horaires, le numéro de téléphone de la personne qui vous attend sur place, comment accéder, etc. Et c'est ce que je vous dis pour l'accompagnement. Il y a toujours un référent Benenova. Le plus souvent possible, c'est un supernova, c'est-à-dire un bénévole qui a déjà fait la mission avant et qui, du coup, fait partie de l'équipe et vous accueille.
Sinon, c'est au moins l'équipe et le partenaire associatif. Toutes les actions sont collectives. Il y a une question de convivialité. On en a beaucoup parlé ce matin. On devient bénévole parce qu'on a envie de rencontrer des gens. Et pour nous, c'est un élément très important sur lequel on est très strict. Il n'y a pas de mission pour une personne, même voire très rarement pour deux. On y tient beaucoup aussi parce que, comme nos missions ne demandent pas de compétences spécifiques, elles permettent de faire venir au bénévolat des publics très différents. On travaille avec des publics qui sont aussi des personnes qui peuvent être hébergées dans des centres d'hébergement d'urgence, des personnes qui ont des handicaps. Et nous, ce qu'on veut, c'est sur ces actions qui rassemblent 4 à 5 personnes, d'avoir des citoyens, tout simplement, de tout horizon, qui vont travailler ensemble sur un but d'utilité, un projet d'utilité d'intérêt général, qui va les rassembler et avoir ce sentiment d'utilité ensemble, alors qu'au départ, ils étaient très différents. Et voilà, c'est accessible, à part avoir un sourire et plein d'énergie, on ne vous demande pas des compétences spécifiques. Après, c'est des gens qui sont très forts en cuisine, on peut faire des missions cuisine pour 600 personnes, etc. Donc voilà des exemples d'actions. Le chaînon manquant, par exemple, la première, c'est simplement de récupération d'invendus en supermarché et de les redistribuer. L'accueil de réfugiés, c'est travailler au lieu d'accueil qui est dans le 18e à Paris. Le soutien à l'alphabétisation, en fait, c'est une sorte de garderie pour que les mamans puissent avoir accès aux cours de français. Il faut des bénévoles pour garder les enfants, ce qui est très bon pour les enfants qui ont moins de 3 ans, ça les sensibilise au français également. Mélangeons les couleurs ensemble, c'est des temps artistiques avec des publics en situation de handicap. Un bénévolat à Toit de Paris, c'est du jardinage solidaire. Enfin, c'est très, très varié, toujours concret. Et alors, voilà, donc ça, c'était le volet, l'expérience du bénévole. Mais cette expérience du bénévole, elle est complète que si on a travaillé aussi avec des associations. Si on est juste sur un listing d'opportunités, que le bénévole clique et se pointe ou attend une réponse de l'association, c'est pas toujours évident, ça peut prendre du temps, générer des frustrations parce que les rythmes peuvent être différents. Donc c'est là où on travaille aussi avec les associations. Tous nos partenaires sur le site, on les a tous rencontrés. À chaque fois qu'on travaille avec une association, on va d'abord la rencontrer sur place pour bien comprendre comment elle fonctionne, pour bien comprendre ses besoins, pouvoir en parler en bénévole et puis voir avec elle quelles sont les missions qu'on peut construire ensemble. Parce que très, très souvent, les associations qu'on rencontre, elles vont avoir un prisme qui est on a besoin des mêmes bénévoles qui vont venir tous les mercredis après-midi. Et en fait, nous, on va essayer de renverser le prisme en disant en fait, vous avez ce besoin tous les mercredis après-midi. Est-ce qu'on peut y répondre avec des personnes qui se mobilisent, même si c'est pas forcément, même si les équipes sont différentes d'une semaine à l'autre. Et c'est là où on essaie de travailler sur les missions. Ensuite, tout ce qui est recrutement, mobilisation et information, c'est entièrement pris en charge par l'équipe Bénénova et les Supernova, donc qui sont nos super bénévoles. Donc le site, ça gère les inscriptions, il y a des confirmations automatiques, mais il y a aussi toute la partie derrière qui est de gestion des bénévoles, de répondre à leurs questions, etc. Donc ça soulage beaucoup l'association de ne pas avoir à gérer le bénévole qui vient juste pour 2 heures, qui va poser 36 000 questions. Du coup, ça, nous, on le fait, il ne pose pas 36 000 questions, une de temps en temps. Et puis ensuite, le soutien à l'accueil et l'animation, donc justement avec la présence des Supernovas, et puis le fait de... c'est tout bête, mais on a des bénévoles qui peuvent se perdre parce qu'ils n'ont pas trouvé la porte rouge qui était au 42, parce que finalement, le jour J, il fallait rentrer au 40. Et ça, on essaie d'éviter au maximum ce genre de situation. Donc, je voulais absolument parler de l'impact, puisqu'on a mené cette année, au printemps, pour la deuxième fois, une étude d'impact, qui est tout simplement un questionnaire envoyé à tous nos partenaires associatifs et aux bénévoles. Je voulais en parler parce que justement, on a parlé beaucoup de bénévoles post-it depuis ce matin, et à chaque fois que j'entends ça, je me dis c'est pas possible. On est bénévole, tout simplement, et je pense qu'il y a divers temps dans la vie. Il y a des parcours d'engagement qui peuvent s'accélérer, se ralentir, et je trouve le côté post-it est tellement dévalorisant que c'est quasi comme si le mot bénévole est très beau, et si on met post-it à côté, ça paraît tellement accessoire que pour moi, ça ne peut jamais être justifié. Donc, l'impact des bénévoles. Alors, on touche un public majoritairement féminin. J'imagine que, je ne sais pas si vous avez la même... mais ça, je pense qu'il n'y a pas que nous. Donc, bon, voilà. Plutôt jeunes, 60% en moins de 35 ans, même si le spectre a tendance à s'élargir, parce que je crois que dans les réponses à l'étude d'impact, on était entre 9 ans pour les plus jeunes et 75 pour les plus âgés. Donc, ça s'élargit. Mais on est quand même beaucoup sur un public de jeunes actifs. Vous verrez sans doute pas le petit camembert, le petit cercle. Le bleu, c'est les personnes qui sont en emploi, parce qu'on propose beaucoup d'actions qui ne vont pas durer 2 heures en soirée. Et évidemment, les gens qui sont en activité, c'est beaucoup plus facile. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont
des jeunes retraités, des gens qui sont en recherche d'emploi, des lycéens, etc. Donc ça c'est la partie de l'étude d'impact qui a beaucoup changé depuis l'année dernière. Plus ça va, plus le public se diversifie. Les chiffres sur lesquels je voulais vraiment revenir, c'est qu'on est sur 36% des bénévoles qui n'avaient jamais fait de bénévolat avant, pour lesquels Benova est une toute première expérience. Donc ça, pour nous, c'est important, c'est-à-dire qu'on veut avoir ce rôle d'activateur en fait, d'engagement. Mais le chiffre d'à côté, c'est qu'on a 60% des bénévoles qui ensuite s'engagent dans une autre association ou envisagent de le faire. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur la notion de post-it, c'est qu'en fait, on est convaincu dans l'équipe, et je pense que l'expérience le montre, que si on travaille beaucoup sur l'accueil, sur la qualité des missions et l'expérience, eh bien, on peut donner ce virus du bénévolat à plein de gens, qu'on n'est pas forcément un bénévole post-it toute sa vie. Et puis, surtout, voilà, cette notion de changement de regard. Une très grande, on a 83% des bénévoles qui nous disent qu'on leur a permis de changer de regard. Et ça aussi, c'est l'idée que c'est jamais inutile, même une personne qui se mobilise quelques heures, elle va mieux peut-être comprendre une problématique sociale, mieux comprendre comment le secteur associatif fonctionne. Et tout ça, ça participe, je pense, à une vitalité du secteur associatif et je pense, d'une société qui prend conscience aussi de ces problématiques en les vivant même, même sur un temps réduit. Et puis les bénévoles, ils se sentent utiles, 80%. Ils déclarent avoir développé des compétences sur les qualités interpersonnelles, donc ils parlent beaucoup de patience, de travail d'équipe, ce genre de choses. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas développer de la compta ou des compétences en communication, etc., parce que ça ne correspond pas aux missions. Mais on se rend compte que même les missions de terrain, c'est important pour ces qualités. Et un développement d'un réseau personnel et professionnel, puisque évidemment, ils sont toujours en équipe. Et ça, c'est important parce que les gens se retrouvent, parlent beaucoup entre eux pendant les missions, etc. Donc ça, c'est le côté bénévole. On a aussi interrogé les associations. Donc là, le spectre des associations, c'est que, on a des toutes petites, on a des équipes, des associations qui n'ont aucun salarié, d'autres qui en ont plus de 2000, des associations qui ont 3 bénévoles qui en ont 33 000, même 30 000, parce qu'en fait, il y a quand même le Secours catholique, on n'est pas sur les 30 000, la Croix-Rouge aussi. Et la plupart d'entre elles, on travaille avec 62% au moins une fois par mois. Et ce qui remonte, c'est qu'on les aide à gagner en notoriété, qu'ils réinterrogent leurs pratiques en interne, c'est-à-dire que d'avoir des personnes nouvelles qui entrent même de temps en temps, ça les force à s'organiser différemment, etc., de sortir du quotidien. Et aussi, ça leur permet de développer leur activité ou de maintenir des activités qui étaient un peu en danger faute de bénévoles. Ils nous parlent aussi beaucoup de motivation de leurs bénévoles réguliers en interne. L'exemple que je prends souvent, c'est le tri de jouets. Franchement, quand on le fait une fois de temps en temps, c'est hyper rigolo. On teste des jouets, ce qui marche, etc., on met les piles. Si on doit le faire toutes les semaines, un après-midi par semaine, on a marre de voir la pile de jouets. Et les bénévoles, l'association qui a la chance d'avoir des bénévoles qui viennent toutes les semaines, finalement, plutôt que de les user à faire la même mission toutes les semaines, autant faire venir des équipes qui, elles, vont connaître le projet associatif, vont penser vont apporter des nouvelles façons d'agir et vont finalement valoriser aussi le travail des bénévoles réguliers. Ça, c'est vraiment important. Et puis, ce chiffre qui nous paraît important aussi, c'est qu'on a plus de la moitié des associations qui ont recruté leurs bénévoles réguliers via des équipes Benenova. Donc il y a une vraie notion de parcours, les gens entrent, et si ça leur plaît, si l'accueil est bon, si la mission est bien construite, ils restent. Donc voilà, c'était un peu l'idée de déconstruire cette idée qu'il y a un bénévolat ponctuel d'un côté et régulier de l'autre, c'est que je pense que c'est hyper fluide. Voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier temps. Ouverte aux questions. Merci. Et bien, une forêt de mains qui se lèvent. Et bien, je vais spontanément donner la parole à Sophie Simonet devant nous. C'est des questions un peu pour vous, mais pour tout le monde aussi, très concrètes. Derrière toutes ces plateformes, il y a évidemment des tas de gens qui travaillent. Je voulais savoir à peu près combien de personnes ça mobilise pour... alors notamment sur le volet numérique, entretenir la plateforme, la faire vivre, etc. Et j'avais une deuxième question, j'ai le droit de la poser tout de suite ou... Ouais, ok. On parle beaucoup d'échanges de missions. Moi, je m'étais posé aussi la question d'échanger aussi des objets, parce qu'en fait, nous, c'est une demande qui remonte aussi à Caen, des choses très bêtes. J'ai une friteuse, j'ai un stand, j'ai un matériel sono, etc. Est-ce que vous avez expérimenté ce genre de choses, les uns ou les autres? Ça existe peut-être ailleurs, mais nous, on l'a pas. En fait, il y a par exemple une association qui s'appelle Cher Voisin,
Oui, mais là, je pensais à quelque chose, vraiment une plateforme pour les associations, mais qui mixerait aussi bien de la... C'était ça, alors ma question est peut-être mal formulée, qui serait en fait une plateforme pour les associations qui mixerait aussi bien de la mission que du service, et aussi du service matériel, du prêt de matériel, enfin voilà, quelque chose qui soit une porte d'entrée vraiment dédiée aux associations, et pas sur effectivement d'autres types de plateformes qui existent. Hein. Là, on serait que dans de l'interassociatif, en fait, c'est pour ça que je posais la question. Oui, nous, là, c'est pas formalisé. Alors parfois, qu'on voit une association donc, qui est partenaire, qui a besoin de quelque chose qu'une autre a en plus. Enfin, typiquement, on a mis en lien pour certaines associations partenaires reçoivent beaucoup de dons et n'arrivent même pas à utiliser les dons reçus en termes de vêtements ou je ne sais quoi, et d'autres n'en ont pas assez. Là, par contre, on les met en lien parce que si jamais on est au courant, mais ça a été plus fait de façon informelle, en fait. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, mais je ne sais pas si d'autres le font. Oui, est-ce que d'autres personnes veulent répondre à la question posée? Il y a une réponse dans la salle, du coup je vais profiter. Ah oui, il y a aussi le nombre de personnes qui travaillent, si vous voulez qu'on réponde à ça. Oui, donc, c'était assez varié. Je pense que, du coup, il y a Victor qui est dans l'équipe. Je pense que à Paris, on a 150 missions par mois à peu près. On va dire, je pense que... Alors, entre la partie aller voir les assos, etc., coordonner les bénévoles et mettre à jour la plateforme, on va dire qu'il y a 3 personnes de mobiliser à plein temps. C'est ça l'idée. Hein. Ouais. Oui, aussi la communication, l'animation du réseau des bénévoles, etc. Mais bon. J'avais à la fois une réponse et une question. Voilà. Sur la réponse sur le don de mobilier, nous, au niveau de la ville de Villeurbanne, on a développé un portail collaboratif des associations, en partenariat avec une association et en se basant sur l'outil libre YesWiki. Et en fait, c'est un portail où les associations peuvent mettre à la fois leur agenda, tous leurs événements, peuvent mettre en ligne les offres de bénévolat. Par contre, il n'y a pas de relation directe avec les futurs bénévoles, c'est plutôt une liste d'annonces. Et on a aussi tout ce qui est don de mobilier. Justement, je propose ou je recherche du mobilier. Et ça peut être aussi du matériel, des locaux, ce genre de choses. Voilà, donc nous, ça existe. Et comme c'est développé sur YesWiki, ça peut être transposable après à d'autres MDA. Voilà, si ça les intéresse, sachez-le, on pourra le mettre sur la Boca. On en avait déjà parlé aussi. Voilà, ça peut se partager. Enfin, on peut en parler après aussi. Et moi, j'avais une question aussi. Alors, c'est en fait un portail collaboratif avec un comité qui est composé de la ville de Villeurbanne et de plusieurs associations qui, en fait, ont fait tous les tests, ont participé au développement de l'outil. Et par contre, on a une association partenaire qu'on paye, en effet, pour faire la modération. Voilà, c'est un coût, c'est à peu près de 3 500 € sur le développement et 1 500 par an de modération. Donc ça reste quand même raisonnable. Et moi, j'avais justement une question sur ce sujet-là, c'était sur le modèle économique de Benenova. Ça rejoint un petit peu l'autre question sur le nombre de personnes mobilisées. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez... Oui, je peux y répondre. En fait, on a un quart de nos ressources qui viennent de partenariats avec des collectivités publiques, donc soit par la mise à disposition de locaux, par exemple, parce que c'est tout bête, c'est pas forcément du financier, mais ça a beaucoup de valeur dans une ville, ou des financements. 25% qui vient à peu près de partenariats avec des fondations, et l'autre moitié, c'est qu'on a une activité qui est d'organisation de temps de cohésion de salariés d'entreprise. On parlait ce matin de cette volonté d'engagement, de donner du sens au quotidien des salariés. On est très souvent sollicité par des entreprises ou des managers qui veulent monter un temps de cohésion d'équipe qui ait du sens et qui ait de l'utilité. Et en fait, là, on est sur un mode de prestation de service où on organise ces temps-là. Voilà. Une question par ici. Oui, le statut juridique de Benenova, c'est une association. Les membres de cette association sont des personnes physiques ou bien d'autres associations? Et dernière question, parmi le travail mobilisé, vous parliez de 3 équivalents temps plein. Y a-t-il des ressources salariées? Oui, alors, la première question, c'est les membres. Alors, on est sur donc c'est une association. Les membres, en fait, ce sont les associations partenaires. On n'a pas mis en place d'adhésion pour les bénévoles. C'est des débats sans fin, mais voilà, pour l'instant, non. Ils peuvent, s'ils veulent, tout à fait. Alors après, c'était sur les équipes.
Donc l'équipe pour l'instant, en fait, à Paris, on est sur... il y a 2 salariés, 2 services civiques et 2 stagiaires, donc qui sont sur Paris, mais aussi sur le réseau, parce qu'on est aussi présent à Lille et à Nantes, qui sont 2 autres associations indépendantes. Et on est toute une partie aussi de lien entre le réseau. Donc, en fait, la tête de réseau à Paris gère les activités Île-de-France, mais aussi la partie réseau. Voilà, donc il y a 2 salariés. Oui, donc sur les autres villes, il n'y a pas de salariés. Si, alors il y a 2 salariés à Nantes et pas du tout à Lille. Un équivalent temps plein à Nantes. Un et demi, mais à 2. Alors, du coup, moi, j'ai une question, donc je vais m'en profiter pour la placer. Alors, c'est également sur les questions un peu de modèle économique, donc après, je pourrais comprendre qu'il y a des choses délicates que tout le monde ne voudrait pas dévoiler. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'à Paris, je m'engage, du coup, l'outil numérique, il y a une start-up derrière qui a travaillé avec vous. Et pour savoir, en gros, la phase de conception, quelle est la capacité de personnalisation dans ce genre de relation. Et voilà, comment ça se passe, le fait de ne pas développer en propre, d'être peut-être un peu en dépendance ou pas Alors, la mairie de Paris développe peu en propre. Elle a très souvent, elle peut le faire, hein, elle a les ressources techniques pour le faire, la DSTI. Mais ça implique énormément de paramètres, de management d'équipe, de ressources humains. Du coup, la mairie de Paris, sur ces différents... Par exemple, paris.fr, le site de la mairie de Paris a été développé en interne. Il y a assez peu de communes qui développent ces sites en interne. Paris a fait ce choix-là. Pour Je m'engage.paris, il y a eu un marché et une start-up qui s'appelle Active a proposé une plateforme et on a travaillé ensemble pour la personnaliser. Elle a proposé une V1, une version 1, où il n'y avait que la carte et c'était un petit peu plus succinct. Le moteur de recherche était un petit peu moins détaillé. Et puis maintenant, avec la version 2, on a travaillé ensemble. On a eu un petit peu plus d'exigences par rapport à la V1 parce qu'il fallait qu'on se mette un petit peu en place. Il y a eu des retours d'expérience. Du coup, on a eu un petit peu plus d'exigences. On a travaillé ensemble. Le partenariat se passe plutôt bien. Je ne vais pas donner le montant du marché, mais il n'est pas énorme. Il n'est pas colossal. C'est un petit marché. Voilà. Donc les relations se passent bien, ils sont en maintenance technique et ils font leur travail correctement, tout va bien. Voilà. Et je voulais vous dire, il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure. Donc les plateformes qui existent d'intermédiation qui existent sur Internet sont assez diverses et variées, mais on a quand même des partenariats. Ça n'empêche pas d'avoir des partenariats avec Benenova notamment, qui a déposé des missions concernant les réfugiés dans le 18e arrondissement. Et ce sont ces missions-là que nous mettons en avant sur le site. Voilà. Merci. C'est du coup une question qui complète un peu ce que vous venez de dire. C'était justement vos relations, enfin la complémentarité avec les plateformes en fait d'intermédiation qui existaient déjà, enfin qui sont plus anciennes, notamment France Bénévolat ou Tous Bénévoles, enfin où il y a finalement beaucoup de missions à la fois déposées par les associations et déposées par des bénévoles. Comment vous avez, parce que vous avez parlé de benchmarking, mais est-ce que vous l'avez tous fait? Est-ce qu'il y a des complémentarités avec ces plateformes-là existantes? Moi, je suis sur un territoire où j'ai France Bénévolat, Tous Bénévoles, bientôt Benenova. Enfin voilà, donc du coup, c'est compliqué finalement de travailler tous en complémentarité et surtout d'expliquer tout ça aux bénévoles et aux associations, ces complémentarités. Donc voilà, je voulais savoir si vous l'aviez fait aussi et comment vous travaillez ensemble. À tous. Bon, je vais commencer très rapidement. Nous, on a des partenariats avec Benenova, avec Tous Bénévoles aussi. Je m'engage, c'est vraiment né d'une volonté de Madame la maire. Et derrière la mairie de Paris, ça permet aussi de crédibiliser les associations. Et derrière, il y a quand même tout un réseau des maisons des associations, un réseau d'accompagnement.
Le benchmarking a été fait. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la mairie de Paris va beaucoup moins loin dans l'accompagnement, en tout cas dans la communication, et moins interventionniste dans la communication des associations pour leur dépôt de mission. J'ai cette impression-là. Voilà, c'est exactement là où est né le partenariat. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment une volonté de laisser les associations, j'ai pas envie de dire s'autogérer, mais vraiment de maîtriser leur communication. Si elles ne maîtrisent pas, elles vont à la maison des associations et il y a une aide, où elles vont au CAP pour ce centre de formation. Et derrière, il y a une aide. Cette aide, elle existe déjà physiquement. Nous, notre service numérique, c'est un complément. Voilà. Oui, Stéphanie, un complément probablement. C'est ça, c'est vrai que le partenariat entre la ville de Paris et Benenova est né parce qu'il y avait un sentiment que, notamment quand il y a eu, à l'automne 2015, qu'il y a eu beaucoup d'arrivées de réfugiés à Paris, qu'il y avait des associations qui peinaient beaucoup à trouver des bénévoles qui avaient envie de s'engager mais qui ne trouvaient pas où parce que les associations étaient tellement débordées qu'elles ne pouvaient pas leur répondre. Et comme nous, on faisait tout ce travail derrière, vraiment de mise en relation effective des bénévoles et des associations, c'est là que le partenariat est né, puisque la plateforme, en fait, il y avait je pense des milliers de personnes qui se connectaient pour trouver une émission. Et les associations, à l'époque, il n'y avait pas le nombre maximum de places. Donc les associations pouvaient très bien recevoir 200 demandes de bénévoles dans une journée, ne pouvaient pas y répondre, les bénévoles étaient frustrés. Enfin bon, ça générait des... Donc, voilà. Mais je pense qu'avec la nouvelle fonctionnalité, ça va être un peu plus facile. Oui, pour la V2, nous vraiment, c'était déjà le cas pour la V1, c'était une volonté. Pour la V2, on a vraiment mis l'accent sur la rapidité, pour que personne ne se sente frustré. Parce que si un bénévole est en attente d'une réponse, c'est fini. C'est terminé, il ne revient plus. Ouais, voilà. Donc, pour nous, c'est très important. La confiance, c'est le maître mot. La confiance entre la plateforme, donc les services de la mairie de Paris derrière, la plateforme et les assos et les bénévoles, c'est primordial. Voilà. Si cette confiance elle est rompue, le site, il plante. Le service plante. Mais nous, on le voit dans notre back-office. Nous, on a un back-office avec des tableaux, c'est un back-office administrateur, et nous, on voit si des associations sont en attente, si des bénévoles sont en attente de réponse et les associations sont en attente de bénévoles, on le sait. Et si l'association n'a pas répondu, on le voit. Qu'est-ce que vous faites concrètement, on les appelle pas, parce que, encore une fois, on n'a pas les ressources vraiment derrière. Mais moi, ça m'est arrivé pour des grosses missions. Ça m'est arrivé quand il y a des bénévoles qui nous appellent, qui nous contactent en disant « mais je ne comprends pas, je suis en attente, je ne reçois rien ». Moi, ça m'est arrivé de contacter l'association. Oui, ça m'est arrivé. Voilà. Et donc, il y a des associations qui présentent des missions. On a 3500 associations. Il y a des associations qui sont très mobilisées, qui maîtrisent vraiment le numérique, qui sont très à l'aise et qui n'ont vraiment pas besoin de nous. Et puis il y a des associations, elles sont un peu plus, elles sont un petit peu moins à l'aise, voilà. Et elles comprennent pas vraiment des fois le principe qu'il faille réagir tout de suite. Voilà. On les appelle, puis ça se passe bien, puis elles réagissent, et puis voilà. Mais on regarde pas le tableau et on n'appelle pas les assos qui n'ont pas répondu. Mais si jamais un bénévole nous contacte en disant « moi, j'ai pas de réponse », on appelle l'asso, oui. Je vais juste revenir sur la question de la complémentarité. Le benchmarking, moi, avant de créer l'association, c'est la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir les acteurs du bénévolat à Paris, de les rencontrer en présentant l'idée, en leur disant « est-ce que vous faites déjà ça ?» Si vous le faites, au cas où, je me joins à la cause et puis on fait ensemble. Et tous m'ont dit « ah ben non, il y a vraiment... Il y a vraiment un manque parce que, France Bénévolat, tous bénévoles disent il y a les gens qui viennent nous voir qui veulent faire du bénévolat de temps en temps. Nous, on n'a pas vraiment d'offres à leur proposer. Au contraire, comme ça, on saura. Donc, ça, c'était ma première démarche, c'est d'aller les voir. Et ensuite, c'est vrai qu'on travaille tous très bien ensemble. Alors, je veux bien croire que nous, on comprend très bien nos complémentarités. Et donc, il suffit d'aller à un forum des associations. Quand les gens viennent nous voir, on peut très bien dire « ah ben non, c'est pas nous, allez voir les copains ». Je veux bien croire qu'il y a un vrai effort à faire pour que de l'extérieur ce soit aussi évident. C'est vrai que quelqu'un ne va pas forcément comprendre. En plus, c'est vrai que Benenova ou Passerelle et Compétences, on a des domaines très spécifiques, c'est-à-dire que
Nous, on ne propose pas de mission régulière ou longue ou qui demande des compétences, donc voilà. Mais c'est des plateformes plus génériques comme Tous Bénévoles ou France Bénévolat où c'est moins évident. Mais clairement, on s'entend tous très bien et on fait le maximum pour travailler ensemble. D'ailleurs, on discute souvent de savoir comment... Le rêve d'avoir une espèce de portail d'entrée où le bénévole dise « Ah, ben moi, c'est plutôt comme ça » et il soit redirigé pour que ce soit plus facile. Donc ça, voilà, il n'y a vraiment pas de compétition. D'ailleurs, il y a plutôt du brainstorm sur comment on rend la chose plus lisible, parce qu'on sait qu'on travaille bien ensemble et qu'à nous tous, finalement, le rêve, c'est de fournir une réponse à toute personne qui veut s'engager et un moyen de trouver des bénévoles à tout assaut qui vont en trouver. Donc voilà, mais oui, il y a un effort à faire dans la lisibilité. Oui, vas-y. Non, juste si je peux rebondir, ça me fait penser qu'en effet, à l'université, on pense aussi à cette chose-là, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur l'engagement et surtout plusieurs manières de s'investir entre le bénévolat, le service civique, le stage et du coup le statut d'étudiant entrepreneur. Et l'idée à moyen terme, c'est aussi de créer une plateforme pour que toutes ces possibilités soient visibles d'une seule traite, quoi. Oui, je voulais savoir, dans toutes les études que vous avez faites en comparant, est-ce qu'on a une vision sur le taux de satisfaction des demandes? Est-ce que, justement, moi j'ai le souci des gens justement qui ne répondent pas, des bénévoles qui postent, des personnes qui disent qu'ils veulent être bénévoles puis qui finalement n'arrivent jamais à joindre, etc. Il y a un taux de perte énorme, en tout cas sur le site de mon association c'est le cas. Donc est-ce que vous, dans les études que vous avez faites, est-ce que c'est France Bénévolat ou autre, est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que les associations qui font appel à ça ont un niveau de satisfaction et les bénévoles aussi, quoi? Je trouve ça difficile à mesurer et j'ai l'impression que ça se fait quand même pas tout seul, quoi. En tout cas, nous, c'était un peu l'objet de l'étude d'impact. Les associations, le taux de satisfaction était de 9 sur 10. Donc il nous manque encore un point, mais on est à 80% de taux de remplissage en général. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les actions postées, voilà. Donc il peut y avoir une action, en effet, qui soit pour 5 personnes, il n'y en a que 4 à aller, mais on fait un tel effort en fait il y a un message automatique, on envoie un texto, si la personne ne confirme pas par texto, potentiellement on va l'appeler, on fait tout vraiment. Notre message c'est de dire que oui, vous êtes inscrit pour venir 2 heures ou 3 heures, mais sans vous, il va y avoir un vrai problème. Donc on incite franchement les gens à annuler à l'avance s'ils ne peuvent pas venir, mais surtout à ne pas se pointer. Donc voilà, c'est le... Ah oui ? Oui, parce que quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui pour une action le 3 juillet, il va avoir oublié entre-temps, ou il aurait mis en proposition un barbecue ce soir ou je ne sais quoi. Donc, alors que s'il a le petit texto, on lui dit on t'attend lundi 3 juillet ou lundi après-demain ou demain. Évidemment, ça renforce. D'où l'idée, voilà, c'est notre idée d'alléger le poids pour les associations. Je veux bien qu'une association dont tout ce qu'elle a à faire, potentiellement, ça pourrait être compliqué de prendre ça. Mais c'est vraiment clé parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Bénénova fait partie d'un réseau international. Donc, il y a des associations qui font la même chose que nous dans 35 pays. Et on peut comparer quand on leur parle... je sais que les Italiens, par exemple, ne font pas de messages de rappel et n'ont pas non plus de système de Supernova ou de super bénévoles qui accueillent. Et ils sont plutôt sur un taux de 60% des gens qui viennent. Donc, il y a vraiment, je pense, une différence quand on dit aux gens... En fait, je pense qu'aussi, en tant que bénévole, quand on sait qu'on est attendu, on n'a pas le même effet. C'est-à-dire qu'on compte sur toi demain. Ah oui, on compte sur moi. Bah oui, je vais y aller. Alors que si on s'était inscrit il y a un mois et que personne nous le rappelle, peut-être qu'on ne se sent pas très attendu. Je sais pas. J'avais une question sur Bénénova et les compétences, parce qu'en fait, quand on vient pour une mission de 2 heures, est-ce qu'on est capable de faire tout ce qu'on peut attendre, tout ce que l'association est en attente, attend de nous? Oui. Enfin, je regarde encore Victor, mais oui. Ça s'est jamais posé? Ah non, il n'y avait jamais de problème d'adaptation, d'adéquation plus exactement? Non. Après, nous, on travaille beaucoup les missions. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit on veut quelqu'un qui vient en 2 heures faire notre site internet, on va dire c'est pas nous. On va pas trouver de bénévoles pour ça. Donc, nos missions, c'est vraiment c'est des missions de terrain. Donc, c'est des missions. Soit il faut des compétences humaines. Alors, en effet, parfois, on peut se trouver dans un public, je sais pas, dans un EHPAD avec des personnes très âgées et pas forcément savoir comment se comporter. Mais il y a toujours un temps d'accueil qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, où on va dire aux personnes attention, vous êtes une personne très âgée. Vous pouvez pas lui donner ni à boire ni à manger. L'aide-soignant, c'est telle personne pour bien ou alors on a fait des missions de sortie avec des personnes malvoyantes et il y a un temps au début pour qu'ils apprennent les bases des techniques du guidage. Donc
s'il y a besoin, on prévoit un petit temps au départ, mais c'est toujours des choses c'est plus du bon sens en fait, qu'il faut peut-être rappeler aux bénévoles en début d'action, mais vraiment pas des compétences techniques particulières. Non, c'est là où ce qui permet aussi d'avoir des bénévoles d'horizons très différents, parce que tout le monde peut le faire. Emmanuel ? D'un point de vue juridique, du coup, le bénévole, en termes de couverture pendant son activité, c'est comment ? Alors, c'est une grande question. Ça, quand c'était votre question, c'est parce que... Alors, jusqu'à maintenant, c'est Bénénova qui a une assurance pour ses bénévoles, pour tous les bénévoles. Ce qui est potentiellement en train de changer pour soit être qu'on est en cours de changement pour que ce soit l'assurance des associations partenaires. Mais on a certains partenaires qui ne sont pas, on va dire, par exemple la PHP, où il y avait un souci de bénévoles, parce qu'ils accueillent seulement des associations qui ont leurs propres bénévoles. Donc voilà, c'est un peu... Mais alors, j'ai une question à vous poser, parce que le dernier expert assurance que j'ai contacté m'a dit que pour des bénévoles qui venaient 2 heures, ça faisait partie d'une activité, et donc c'était leur responsabilité civile qui fonctionnait. Tout à fait, oui, parce qu'ils n'étaient pas bénévoles réguliers, adhérents d'une association, et que finalement, c'était pas différent que d'aller prendre un cours de cuisine quelque part. Enfin, c'était une activité qu'ils faisaient comme ça de temps en temps. C'est une question très pointue et très technique, alors qui mériterait d'avoir un expert, mais je ne crois pas que nous avons un assureur du secteur associatif et des plateformes numériques d'intermédiation qui est dans la salle. Je ne sais pas si vous avez des éléments, peut-être. Oui, bah, je n'osais pas vous désigner sans votre permission, mais je vois que vous levez la main et vous m'enlevez une épine du pied. Oui, Paul Lemaoude, je suis responsable un des responsables de SMAC l'assurance, qui est partenaire du RNMA. Voilà. À partir du moment où un bénévole intervient dans une association, l'association peut être mise en cause pour les dommages qu'il peut subir, ou les dommages qu'il peut causer d'ailleurs, qu'il intervienne pour 1 heure ou pour 5 jours ou 2 mois. Il n'y a pas de différence. Donc à partir du moment où il intervient dans le cadre de l'association, c'est l'association qui peut être mise en cause, donc je répète, pour les dommages dont il peut être victime, ou pour les dommages qu'il peut causer à un tiers. Alors, dans ce cas-là, est-ce que l'association, c'est Bénénova, ou est-ce que c'est l'Armée du Salut, où il est allé lui distribuer les repas ? Est-ce qu'il existe une convention entre les associations qui accueillent les bénévoles qui s'inscrivent sur votre site ? Il existe une convention ? Oui. Est-ce que cette convention intègre une rubrique assurance ? Tout à fait. Et que dit-elle ? Et il nous dit que c'est nous ce sont nos bénévoles. Mais on a eu des assureurs qui nous ont dit non, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas dans vos locaux. Et donc, même si vous avez une convention, ce sera l'association. Donc là, ils sont un peu doublement assurés pour l'instant. Oui, je crois que... Alors, moi, je pencherais plutôt sur le fait que le bénévole qui donc s'inscrit sur ou utilise votre site pour intervenir dans une association, l'objet même... de l'accident qui pourrait arriver se raccroche à l'association où il se trouve et non pas à votre structure qui met simplement en relation un bénévole et une association au final qui va utiliser les compétences entre guillemets de ce bénévole. Donc moi je pencherais plutôt, même si après il peut y avoir des interprétations juridiques, mais mon conseil en tout cas serait de faire en sorte que l'association qui accueille le bénévole soit assurée pour ce bénévole, mais normalement, tout contrat d'assurance basique d'association couvre le bénévole sans qu'il y ait besoin, je le répète, de spécifier plus précisément le temps qu'il passe ou le statut qu'il a, qu'il soit adhérent ou pas adhérent. À partir du moment où il a la qualité de bénévole, ça suffit pour qu'il soit couvert automatiquement pour les dommages causés aux tiers, ça c'est la responsabilité civile, et si l'association a souscrit une garantie de dommages corporels pour les dommages qu'il peut également subir. Donc Cécile Gillardin, mairie de Choisy-le-Roi, une question pour Bénénova encore, désolée. Pour développer Bénénova sur un territoire, ça se passe comment ? C'est notre grande question du moment. On est en pleine réflexion au niveau du réseau et du CA et de l'équipe sur... Alors pour l'instant, je peux vous expliquer l'existant. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ce qui va continuer, à Nantes comme à Lille, ce sont des porteurs de projets locaux qui nous ont contactés en disant
on veut porter le projet, on veut le lancer sur notre territoire, enfin, voilà, etc. Et il y a quelqu'un qui est en cours aussi à Lyon, enfin un groupe. Et pour l'instant, ça fonctionne comme ça, nous, et qui, après une période, on va dire, d'accompagnement, de tests localement, crée une association locale et on partage. On a tout un tas d'outils qu'on a développés, plus le site internet, etc. Et pour l'instant, on est là-dessus. En fait, nos grandes questions, enfin, sur ce qu'on travaille maintenant, c'est les questions d'animation, comment on organise bien l'échange de pratiques, etc. Parce que plus il y a de membres, plus il faut que ça circule. Parce on fait des rencontres de temps en temps en physique, on se voit pour des journées de travail et des temps d'appel, mais je pense que ça demande aussi encore, si on veut vraiment penser au développement, à bien structurer tout ça. Mais on tient beaucoup à la notion de développement selon le besoin local et des citoyens localement, et non pas la partie Île-de-France qui décide qu'elle a envie d'aller à Montpellier ou à Toulouse et hop, on se projette sur place. Il faut vraiment que ça parte de besoins locaux. Moi, j'avais une question à vous poser sur. On a parlé des assos qui déposent des annonces, alors après des bénévoles, le succès une fois qu'ils viennent faire les actions. Mais est-ce que vous êtes confronté pour le moment au phénomène de trop d'annonces, pas assez de bénévoles, et du coup, comment on pallie à ça? Alors, et après, est-ce qu'on pallie à ça de la même manière quand on est la ville de Paris qui combine cette action-là avec des antennes physiques, présentielles, telles que les MDA ou d'autres services? Benenova, j'imagine, les moyens ne sont pas extensibles, donc la com, pareil, on est confronté à des limites. Et puis même à Grenoble, j'ai envie de poser la question sur le campus, vous allez être confronté à ça. Vous avez un partenaire privilégié, j'imagine, pour trouver des étudiants intéressés que sont les universités. Qu'est-ce qu'elles s'engagent à faire? Alors pour l'instant, c'est pas encore évaluable, c'est pas lancé, mais déjà vous avez sans doute abordé la question avec elles. Voilà, je vous invite à voilà, au premier qui a envie d'étoffer cette dimension. C'est toujours le problème avec les universités, elles ne s'engagent pas toujours en amont. Donc c'est tout notre travail de négociation. Et là, ce qu'on va faire à partir de septembre, c'est d'aller directement voir les profs, en fait. Que ça passe pas toujours par les responsables d'université, mais que ce soit les profs qui en parlent aux promos d'étudiants. Et pour le moment, ça va être beaucoup de la com. Mais on n'a pas plus que ça pour l'instant, en tout cas. Du coup, ça sous-entend un démarchage par votre propre initiative. C'est ça. Nous, on a plus souvent un problème de pas assez de place par rapport aux bénévoles, en fait. Où les bénévoles nous disent il faut développer les actions, c'est pas juste, il n'y a jamais de place, c'est toujours complet, etc. J'avoue que là, on a vraiment mis l'accent sur le développement d'actions et de partenariats récemment, donc ça s'est atténué. Puis il y a le week-end de mai quand même où ça se calme un petit peu. Mais alors, si jamais il y a le souci de savoir qu'on ne va pas réussir à mobiliser pour une action, d'une part, on sait qu'on a des actions où il y a plus de difficultés à mobiliser. C'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu événement, en fait, les bénévoles sont mis en priorité sur des actions qui sont au cœur des associations. Si on a un temps fort d'une association, un événement, il y aura quasi automatiquement moins de bénévoles à s'inscrire. Donc on prévient les associations en disant là, on sait que c'est un peu plus compliqué. Donc on vous prévient, ce sera peut-être plus difficile de mobiliser. Et sinon, je vous dis, on a 80% de taux de remplissage. Donc s'il y a une action pour 5 personnes, il y en a 4. Habituellement, on a calibré l'action pour que ça se passe de toute façon. Il y a un peu moins de monde et une personne en moins, c'est pas très grave. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas un souci qu'on a. Et si jamais on voit vraiment que ça a du mal à remplir, on est toujours comme on est vraiment en mode partenarial, on prévient l'association. Enfin, on peut lui dire un peu à l'avance, là, on voit que ça se remplit doucement. Est-ce qu'il faut décaler la date? Est-ce que vous avez d'autres moyens de répondre aux besoins, etc. Mais on est vraiment dans le dialogue, mais c'est vraiment pas le problème. Plus souvent, ça a été les bénévoles qui se plaignaient de ne pas trouver de place. Alors, du coup, si personne ne se lance, j'ai une autre question à vous poser. Alors là, par contre, ça devient un petit peu plus pointu, mais peut-être que Stéphanie, vu que par ailleurs, vous êtes membre du HCVA, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, la réserve civique qui va arriver, et qui, alors je ne suis pas un expert, mais j'ai cru comprendre qu'il devrait y avoir justement une plateforme numérique, justement de mise en relation entre des gens qui ont envie de s'engager. Et après, est-ce que ça sera avec des assos, avec des services publics, et vous, au milieu de tout ça, vous devez observer ça avec attention. Est-ce que vous nous en touchez un petit mot? Alors j'imagine
c'est peut-être un peu neuf pour que vous puissiez... Oui, puis après, Yannick Blanc n'est pas revenu encore. Alors, non, mais ça, on en parle beaucoup. Enfin, j'ai rencontré, il n'y a pas que moi, hein, la plupart des gens qui sont dans les plateformes d'intermédiation ont rencontré les gens qui travaillent sur ce projet. Moi, les dernières nouvelles que j'en ai, c'est que justement, ça, si tout se passe bien, ça pourrait devenir un peu ce dont on parlait, cette espèce de plateforme d'entrée qui, pour toute personne qui a envie de s'engager, et après, potentiellement, il y a des choses qui seraient un peu gérées par les services de l'État, etc. Mais je pense qu'ils sont très conscients eux aussi que les gens qui travaillent dans les préfectures ou les services de l'État déconcentrés, c'est pas leur métier de mobiliser des bénévoles, être avec des associations. Donc je pense qu'ils sont tous très, très lucides là-dessus et que ça ne fonctionnera que si le monde associatif se mobilise et qu'il y a déjà des acteurs qui couvrent pas forcément 100% du territoire, mais qui à eux tous en couvrent une bonne partie. Et vraiment, après, ça peut changer. Mais moi, la dernière version qu'on m'a donnée, c'est qu'en effet, ça pourrait devenir un peu une sorte de, le mot est pas très beau, mais place de marché en fait, où il faudrait trouver, alors c'est pour ça que la plateforme et les moyens techniques vont être importants, de faire en sorte que l'information remonte de différentes plateformes pour que la personne qui finalement a une mission, puis il s'avère une mission de passerelle les compétences, après elle soit envoyée vers passerelle les compétences, mais qu'elle ait trouvé via le site de la réserve civique de quoi s'engager. Voilà. Donc moi c'est les derniers échanges que j'ai eus. Oui, pareil. Et pour le coup, parce que asso étudiante en lien avec des étudiants, on a été, en tout cas à Grenoble, dès qu'ils ont commencé à travailler cette question, on a été intégrés aux réunions, avant même qu'ils sachent qu'on faisait la plateforme. Du coup, on est assez en lien. La préfecture, du coup, ouais. Oui, nous, on a eu des services de l'État qui ont voulu discuter avec nous, faire un partage d'expérience sur la réserve civique. La plateforme, une version bêta, la plateforme est déjà en ligne. Pour être un peu en lien avec ce que vous dites, ils sont en effet parfaitement conscients des enjeux que ça représente en termes de ressources. Et ils sont confrontés en fait à des questions légitimes d'un service public, d'une administration, c'est-à-dire quelles ressources, quels moyens peuvent être mobilisés. Donc ils ont prévu sur leur site d'éditorialiser, ils ont conscience qu'il faut dynamiser, relancer les associations, les bénévoles, pour que leur plateforme fonctionne. La question, c'est quelles ressources. Voilà. Et en effet, c'est pas vraiment leur métier. Se reposer sur les préfectures, c'est pas vraiment leur métier, mais moi, je veux pas être négatif. Hein, ils peuvent très bien aborder la chose de façon très positive, mais ils ont tout à fait conscience du défi que ça représente. Et pour revenir sur la question précédente, qui était comment on faisait, comment on intervenait s'il y avait trop d'associations, pas assez de bénévoles ou vice-versa. À la mairie de Paris, sur la plateforme Je m'engage.paris, on a vu qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui s'étaient inscrits, 19 500, et de nombreuses associations, 1400, ce qui est quand même pas trop mal. Ce que l'on peut constater, c'est que les bénévoles, il n'y a pas 19 500 bénévoles qui, tous les jours, vont sur le site et s'engagent dans une mission. Hein. Vous avez un petit noyau. Nous, on ne fait pas de tri. Celui qui veut s'inscrire, il s'inscrit. Voilà. Après, vous avez un noyau qui est très volontaire et qui s'inscrit sur aux missions des associations. Et il y a des associations pareilles. Hein, vous avez 1400 associations. Vous avez un noyau d'associations qui sont très mobilisées. On a des grosses associations. L'Armée du Salut, c'est elle qui rassemble le plus de bénévoles, 350, et qui met le plus de missions. Elle est à 12 missions. Donc c'est pas rien. On a les Restos du Cœur, on a Emmaüs
Emmaüs France. Donc, Benenova aussi, on en a plusieurs, des grosses associations, puis on a des petites associations qui drainent aussi, malgré tout, une dizaine, une vingtaine de bénévoles. Et quand on voit qu'il y a un décalage, eh bien, on crée des partenariats, on utilise notre réseau de MDA pour relancer l'information, pour sensibiliser les associations, les bénévoles qui viennent les voir, et nos EDL aussi. Et grosso modo, le site fonctionne plutôt bien, il vit bien, voilà. Après, c'est sûr que nous, on se pose la question de faire une troisième version, voilà, pour justement communautariser, éditorialiser, et avec la possibilité de relancer les associations. Il faut savoir qu'on était sur une première phase, d'abord de faire connaître le site, c'était la mission de la V1, faire connaître le site. Et là, on a eu un boom d'associations qui se sont inscrits, un boom de bénévoles. Puis, dans une deuxième phase, crédibiliser le site. Il faut qu'elle reste, il faut qu'elle parte. Maintenant, dans une troisième phase, il faut remobiliser et approfondir les missions, approfondir la relation association-bénévole pour qu'elle soit de qualité. Voilà. Merci du coup pour ces compléments. C'est vrai qu'on a dressé, je pense, un tableau assez intéressant par rapport à l'a priori de départ. On pourrait se dire que ce sont des sites web et il y en a plein, et c'est quoi la différence? Là, on vient de comprendre quand même que derrière, justement, il se passe bien plus de choses. Ça renvoie un certain nombre de questions aux personnes qui portent, qui animent ces plateformes. J'étais tenté peut-être par toucher un petit mot de... Alors, comme je vous ai dit, on en avait identifié 12, on n'en a pas invité 12, mais peut-être un petit mot de positionnement différent, juste pour illustrer justement le champ des possibles, puisque alors Stéphanie citait Passerelle et compétences tout à l'heure, qui travaille plus autour du bénévolat de compétences en essayant d'aider les associations à formuler des missions sur le moyen terme, court terme ou moyen terme. Des fois, ça se transforme même en long terme parce que les bénévoles finissent par rejoindre l'association. Mais là, ça peut être, c'est vraiment, ils font un travail de recherche de personnes qui ont une expertise, soit dans le champ juridique, comptable, de la communication. Et parallèlement, ils font ce travail des fois d'aller sensibiliser à l'entreprise. Et là, ça fait le lien avec ce que nous disait Yannick Blanc ce matin, que les RH sont en recherche d'outils qui peuvent redonner du sens pour fournir leurs salariés. Et du coup, voilà, il y a des entreprises qui voient d'un bon oeil de relier en interne l'existence d'acteurs comme Passerelle et compétences, pour ne citer que. Voilà, donc là, c'est encore une autre manière de faire où Passerelle les compétences mobilise son réseau pour informer les entreprises et trouver des gens avec des compétences très pointues, et également aider les assos à formuler des missions avec un niveau quand même de précision assez fin. Je pense à Pro Bono aussi, qui est quand même assez connu, que vous avez sans doute déjà entendu le nom. Alors, c'est une manière de fonctionner encore différente, puisqu'ils font un appel à projet. Alors, le dernier, là, c'était sur la fin de 2016, où ils demandent à tout un tas d'associations de voir des challenges qu'ils ont à relever, des choses d'organisation interne ou d'ordre plus ou moins stratégique. Et après, ils ont plusieurs formats d'intervention que je ne connais pas sur le bout des doigts, mais en tout cas, il y en a un auquel je pense qui est assez sympa, qui est le marathon Pro Bono. Et bien, après avoir fait une première phase d'appel à projet où je sélectionne les assos avec qui ils vont bosser, mais dans l'année qui suit, ils essayent de trouver tout un tas de personnes compétentes qui vont donner une journée en équipe. Alors, ils vont aller à la fois prendre dans des entreprises, trouver des salariés, également des étudiants sur ces compétences-là, de sorte à rassembler quelques personnes de l'association demandeuse avec 7 ou 8 cerveaux, si on peut dire, calés sur la thématique pour une grosse journée de défrichage et dont les assos ressortent après avec des pistes très intéressantes à exploiter. Donc c'est encore une autre manière de faire avec un format assez dense, mais voilà, ça existe et ça se développe, donc ça marche bien, j'imagine. Je regarde Stéphanie, mais c'est vrai qu'elle connaît bien toutes ces personnes-là, donc si elle me hoche de la tête, c'est que j'ai pas dit trop de grosses bêtises. Et je dois bien. Voilà, il y a tout un tas d'autres plateformes. Alors, je pense après à celles qui mettent en relation des personnes. Là, par contre, je crois que c'est alors, j'ai cité une mutuelle. Je ne vais pas forcément faire de pub, mais la plateforme Diffuse, en tout cas, qui ce sont des particuliers qui demandent à d'autres gens de venir les aider chez eux. Donc, alors, il y en a sans doute pléthore. Je les connais pas toutes, mais Help aussi, c'est une plateforme d'entraide entre particuliers du coup. Et
Et voilà. Et alors tout à l'heure, Gaël, tu as également cité d'autres formes de plateformes. C'est peut-être pas tant des plateformes d'intermédiation que des outils d'annuaires et des sociétés qui développent des solutions pour référencer les assos, les aider à gérer leurs bénévoles, à gérer leur diffusion et leur com. Alors là, par contre, on s'écarte un petit peu. Alors j'ai oublié le nom, c'est Picasso. Voilà, Picasso. Je sais que par ailleurs, d'autres MDA ont trouvé d'autres prestataires qui développent ça. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un tas d'applis qui existent. Et celle-là, je la mentionne parce que c'est vrai qu'elle se tourne également vers les collectivités locales pour mettre des outils à disposition de leur tissu associatif. Donc voilà, il y a un peu une nébuleuse de choses qui se créent. Je me tourne vers vous pour voir, il y a peut-être encore des questions en suspens, des choses qui vous démangent ou pas forcément. Sinon, oui, je vous en prie. On a été voir avec ma collègue d'à côté le site de la réserve civique et du coup on se posait la question parce que du coup il n'y a pas de lien avec, en tout cas de communication sur les autres plateformes ou de lien pour parler de complémentarité justement. Il y a une page partenaire, d'accord, parce qu'on l'a pas vu nous dans l'application et on l'a pas vu. Voilà. En bas de page, voilà. Ça se voit pas beaucoup, et du coup, on se disait que c'est dommage parce que si c'est censé être en fait un départ de l'engagement, c'est bien que on voit les autres plateformes et les complémentarités possibles par ailleurs, en fait. Je pense qu'ils en sont au tout début avec les changements gouvernementaux. Je pense qu'il y a aussi un peu un temps de voir comment on fait avancer le. Et apparemment, il y a pas mal de réunions prévues fin juin. Donc voilà. Oui, c'est vrai, tout est en train de se créer, donc c'est pas facile d'en parler précisément. Puis on ne voudrait pas vous pousser non plus à dire des choses qui seraient délicates. Mais sans doute que Yannick Blanc, qui en tant que haut commissaire à l'engagement, a suivi également le déploiement de ces choses-là. Il pourra nous en dire un peu plus en fin de journée dans la plénière qui va suivre. Bonjour, Philippe Nadeau, Fédération des centres sociaux. Tout à l'heure, notre ami parisien, si j'ose vous appeler ainsi, disait qu'en fait, sur Je m'engage Paris, il n'y a pas de sélection. Ça paraît très, très difficile d'établir une sélection. À partir du moment où il dit je m'engage, je souhaite apporter ma contribution à telle ou telle chose. Alors, ma question, elle est peut-être un peu profane. Est-ce que ce fait d'accepter le tout venant, entre guillemets, n'a pas parfois des conséquences du type déboire? Est-ce que parfois il n'y a pas eu des pépins, des problèmes particuliers? Non? Ben, tant mieux. Oui, vous avez raison. C'est notre première inquiétude, parce qu'on est un service public et l'ordre public, c'est quand même notre première préoccupation. On ne peut pas mettre en place une plateforme où il y aurait des propos inadmissibles et condamnables. Mais on n'a pas eu ce problème. Ouais, jamais eu. Donc tout le monde est responsable et tant mieux, et pourvu que ça dure. Donc Loïc Basset, AGLCA, donc dans l'Ain, on a pas mal d'associations qui nous posent la question du renouvellement de leurs dirigeants. Et du coup, je voulais savoir si, avec vos plateformes, vous arriviez à travailler ou si vous aviez des éléments sur le fait que ces personnes qui sont bénévoles sur un temps ponctuel ont envie de deviennent dirigeantes d'associations après. Voilà, s'il y avait ce passage-là, si vous le permettiez, si vous travailliez sur le sujet ou si ce n'était pas le sujet. Nous, sur la plateforme Je m'engage, on ne se préoccupe pas de cela. On n'a pas la capacité, la possibilité de le savoir. Sur nos autres applications numériques, on a notamment Sympa, qui est donc système informatique multiservice pour les partenaires associatifs. Donc c'est la porte d'entrée pour les associations au service à destination des associations de la ville de Paris. Subvention annuaire, réservation de créneaux sportifs. On voit bien que on la voit, la vie des associations, puisque les associations se connectent sur leur compte tous les jours pour changer leur statut, pour changer leur siège, pour changer les présidents, les trésoriers. Voilà. Après, nous, personnellement, la mission Sympa, nous, on ne regarde pas ça. Voilà. Nous, on est en maîtrise d'ouvrage.
on ne regarde pas ça. Mais la mairie de Paris, en effet, s'intéresse beaucoup à ces questions. Service association. Mais si vous voulez, je ne suis pas le bon interlocuteur pour pouvoir vous répondre précisément. Merci pour la question de Loïc, c'est vrai qu'elle nous raccroche à un autre atelier qui a eu lieu ce matin sur les organisations et les gouvernances associatives et comment elles vont évoluer. Et c'est vrai qu'on avait tenu à cet atelier dans la mesure où beaucoup de formes de bénévolat qu'on a évoquées aujourd'hui, des fois du temps très concentré à plusieurs, des fois du moyen terme sur compétences et différentes formes. Concrètement, ça nous montre que dans l'organisation associative, si on avait peut-être des représentations des fois un petit peu pour simplifier avec des bénévoles d'action et des bénévoles de gouvernance, bénévoles de gouvernance qui allaient faire les CA, les bureaux et puis après appeler les bénévoles d'action sur des choses ponctuelles. C'était une vision un peu simplifiée mais qui mine de rien dans les travaux qu'on a menés la dernière année au sein du RNMA, on s'est rendu compte qu'elles étaient quand même là. Et justement aujourd'hui il va falloir aller plus loin en changeant de représentation sur c'est quoi les bénévoles, il y a encore plus de manières différentes de faire. Et du coup, comment les assos vont arriver à s'organiser? Comment est-ce qu'on continue à penser des gouvernances, un petit peu on peut avoir l'habitude de le faire, ou justement, on a quand même un bout de réponse qui se dessine en posant la question, comment on va bouger les formes d'implication, la manière d'intégrer les différentes parties prenantes du projet. En tout cas, l'atelier de ce matin, c'était pour répondre à cela, en partie en tout cas, restons modestes, qu'il a été proposé, puisqu'on pense qu'il y a un lien assez fort entre les comportements des individus et la manière que l'organisation associative peut apte de les accueillir. En tribune, vous avez peut-être un dernier mot à adresser, quelque chose que vous voudriez exprimer que les questions ne vous ont pas permis de faire ressortir. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va pouvoir se libérer mutuellement. Et après, nous reprendrons ici à 16h15 pour la plénière conclusive. Merci.